Bonjour à tous. Bonjour Margarida. Bonjour Donc, Eric. on termine donc une longue série de 12 événements avec le programme Unisson. Donc, on a pu partager cette belle aventure avec l'école Lumia et aussi le programme Invent at UCA de l'Université Côte d'Azur. Et pour terminer, cette fois-ci, on a l'honneur avec nous d'avoir pendant 7 heures de conversation avec Margarida, qui est une experte en sciences de l'éducation et elle est aussi directrice du laboratoire d'innovation numérique pour l'éducation. Et elle va nous parler aujourd'hui du jeu comme mécanisme d'apprentissage. Donc, c'est une grande opportunité pour nous de vraiment apprendre avec une experte quel est le rôle vraiment du jeu dans l'apprentissage. Merci Margarida, je te laisse tout de suite la parole. Et donc à la fin, dans 1 heure à peu près, on va quand même récupérer des questions du public. Donc, je rappelle au public qui peuvent participer à cette live sur Facebook et YouTube. Et vous pouvez sur Facebook écrire des questions. Nous, on va les collecter et après, on va faire une session de questions et réponses à la fin. Merci Margarita. Je te laisse la scène. Ok, donc merci beaucoup Eric et toute l'équipe d'Invent at UCA, donc Samira, Marina, Donia, Benjamin et Linda pour toute cette belle organisation. Et merci également de permettre qu'on aborde cette thématique-là qui est les jeux, mais pas les jeux uniquement comme jeux numériques, mais des jeux comme un principe, un mécanisme d'apprentissage pas uniquement de l'être humain, mais également des mammifères. Donc, on va aller très large au départ pour après aller vers quels sont les jeux qu'on utilise spécifiquement dans l'éducation et qui ont été conçus pour l'éducation. Donc, ces thématiques-là s'inscrivent dans les thématiques qu'on partage également avec dans les cadres des programmes Invent at UCA, mais dans les thématiques de recherche également du laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation, donc dans lesquels il y a un axe de recherche qui est autour de la créativité et les usages créatifs du numérique. Donc, au menu, qu'est-ce que nous avons comme menu? Donc, tout d'abord, en fait, je vais commencer par une question. Je ne vous vois pas connecté, mais j'imagine la diversité des profils de personnes qui suivent ce type de webinaire. Vous êtes peut-être enseignant, vous êtes peut-être étudiant, vous êtes peut-être dans les domaines du jeu ou vous êtes peut-être tombé par hasard sur ce webinaire. Et moi, la question que je me pose très souvent en rencontrant quelqu'un, c'est quel type de jeu fait cette personne-là? À quoi elle joue? Donc, je vais vous poser cette question là d'ici très peu de temps par le biais de Menti, afin de savoir donc à quoi vous jouez pendant cette période de confinement. Et j'espère quand même que vous avez le temps de jouer dans les contextes actuels. Ensuite, on va voir comment les jeux, c'est quelque chose de très présent depuis que nous naissons, peut-être même avant, mais on n'a pas des évidences claires, et tout au long de la vie. Donc, on va voir notre vie en jeu. Et ensuite, on va voir les jeux comme stratégie d'apprentissage essentielle, donc pas uniquement chez l'humain, mais également chez les mammifères et même chez d'autres espèces animales. Et pour ensuite parler du jeu, donc les jeux est un mot très polysémique, donc on peut entendre beaucoup de choses derrière les mots jeu. Donc on va voir qu'est-ce qu'on entend par jeu libre jusqu'au jeu avec des règles. Donc on va faire la différence aussi également entre play et game, donc qui en anglais fait la différence, mais qui en français se retrouve sous les mêmes termes de jeu. Et ensuite, voir quelles sont les tentatives de créer des jeux pour l'apprentissage et voir comme justement cette conception des jeux pour l'apprentissage est tout un défi qui très souvent se heurte à des difficultés pour arriver à aligner ces deux objectifs. Donc, tout d'abord, donc à quoi vous jouez en période de confinement? Ce que je vous proposais, c'est de vous connecter sur menti.com et vous avez ici un code 74 52 05 pour répondre justement quels sont les jeux auxquels vous jouez
en période de confinement. Et ces jeux-là, quand on entend jeu, ça peut être jeu numérique, comme ça peut être de jeux de table, comme ça peut être de jeux de type sport, donc à quoi vous jouez. Ça peut être également dans les sens larges, jouer comme jouer d'un instrument. Et donc, je vous invite donc à répondre à ces questions par les biais de sementi.com. Donc, pour voir les réponses, pour vous connecter, donc vous allez être... Excusez. Vous allez pouvoir répondre à cette première question ici. OK, hop, slide. À quoi vous jouez en période de déconfinement? Et donc, ici, vous répondez. Et nous allons voir ici qui apparaissent donc vos différentes réponses. Donc, on voit des échecs, Scrabble, donc ça c'était de mon côté. On va voir peut-être d'autres personnes qui vont répondre par la suite. Donc, les domaines du jeu a été un des domaines dans lesquels, en fait, qui s'est beaucoup développé. Donc, cette Amazon, donc qui devait distribuer que des produits essentiels, s'est retrouvé que parmi les commandes qui étaient très populaires, c'était les jeux. Et donc, il s'est passé quelque chose, c'est que une partie des personnes se sont retrouvées avec davantage de temps pour jouer en étant confinées à la maison. Donc, il y a quand même jeux de société, jeux vidéo qui apparaissent comme plus grands. Jeux de société, j'espère que vous jouez, donc vous avez l'occasion de jouer avec d'autres personnes. Donc, il y a Bataille navale, des jeux de stratégie, Monopoly, jeux d'ambiance également, jeux de cartes, les jeux de continuité pédagogique, excellent. Je pense que derrière, nous avons des enseignants, des Lego, excellent, OK, Risk et d'autres. Super. La deuxième question, c'est avec qui vous jouez en période de confinement? Est-ce que vous jouez tout seul? Est-ce que vous jouez avec en famille? Est-ce que vous jouez en ligne avec d'autres joueurs? Donc, quelles sont les personnes avec lesquelles vous jouez? Vous pouvez donc passer à la prochaine question. Et nous allons voir apparaître les réponses également. Avec des parents, avec vos parents, seuls, en ligne, mes enfants, personne. OK. Super. Et je fais les paris, au fait, j'ai mon bingo à moi et j'espère retrouver également avec mes étudiants ou avec mes élèves, avec mes collègues. Ça, c'est super. OK. Mon conjoint, ma fille, des amis. Excellent. Super. Des amis à distance. Excellent. Super. Donc, les jeux, là-dedans, est parfois un prétexte également d'interaction sociale. Donc, c'est parmi une des fonctions du jeu qu'on peut retrouver également au cours de cette période-là. Super. Donc, on a vu ici, donc, à la fois des jeux auxquels vous jouez, hein, mais ils sont apparus également des robots. Et d'autres jeux plus spécifiques comme les Rummikub, les Châteaux Bourgogne et d'autres, et les personnes avec lesquelles vous jouez. Super. Donc, on peut voir un peu que tout le monde joue, sauf on a eu une réponse que vous jouez à rien. OK. Parmi les éléments qu'on a vus, c'est également, étant donné qu'il y avait des contextes des distanciations, on va pas dire sociales, mais en tout cas physiques, on a vu également apparaître des jeux qui du coup, s'est transformé dans par les biais des écrans d'isolement. Donc, on a vu quelques initiatives dans les hôpitaux. On a vu des initiatives, donc comme ici cette mamie en Angleterre, donc qui est en train de jouer avec cette petite fille, donc au tic-tac-toe.
et donc une transformation du jeu comme moyen d'interaction dans un contexte où on ne peut pas interagir d'une autre manière. Quand on passe à notre vie en jeu, je vous invite à penser également quels ont été les jeux pendant votre enfance. Et là, ici, je vous dirais qu'un des éléments donc, qui pour moi, on était très fondateurs, on était les jeux de cartes. Donc, les jeux de cartes étaient au sein de notre famille un élément d'interaction et d'intégration. Hein. Donc, on devenait grand en apprenant à jouer des jeux de cartes et en étant accepté dans certains jeux. Et ces jeux sont à la fois des jeux qui nous apprennent des règles, mais également tout un ensemble de compétences sociales qui sont très importantes tout en étant enfant. Donc la régulation, les tours, donc attendre son tour, tout un ensemble d'aspects qui sont très importants. Et dans ces cadres de jeux de table et spécifiquement dans les jeux de cartes, on a quand même un espace partagé avec un ensemble des systèmes, souvent des points, tout un ensemble de codes et des règles qui sont relatives à chacun des jeux, qui nous permettent également de comprendre donc les fonctionnements relatifs d'une situation des jeux à laquelle on s'intègre. Ce sont des jeux avec des règles. Par la suite, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai toujours pu gagner d'une manière directe ou indirecte ma vie avec les jeux. Donc, tout en étant étudiante, j'ai travaillé dans un parc. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, donc PortAventura. C'est un parc dans lequel il y a une zone de jeux. Et dans cette zone des jeux, on joue à des jeux comme la boîte à lait, donc dans lesquels on tire des balles pour rentrer dedans. Et c'est assez curieux parce que quand vous passez plusieurs étés à faire jouer des touristes un peu de partout la planète qui viennent jouer à ces mêmes jeux, et donc vous observez cette même interaction s'est déroulé des centaines, peut-être des milliers de fois, vous arrivez à voir que les comportements humains, il est assez similaire. Et donc, un des apprentissages réalisés au cours de cette période a été de voir que malgré le fait que les personnes se sentent relativement différentes individuellement, leur comportement est assez similaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un jeu de ce type-là? Il y a quand même donc une compréhension des consignes qui est relativement claire. En fait, on voit les jeux et très facilement on comprend qu'est-ce qu'il va falloir faire. Et on a un feedback, on a une rétroaction relativement immédiate. Il y a quand même une récompense, mais je vous dirais, et les récompenses, vous les avez sur l'écran, c'était pas pour les récompenses que les gens jouaient. Hein. Donc, il y avait certains que même en obtenant la récompense, ils la laissaient de côté. Donc, c'était plus les plaisirs de se confronter à une situation et de voir si on réussit ou on réussit pas dans cette situation qui faisait les gens tenir. Et puis, cette côté frustration de ne pas y arriver et donc de persévérer jusqu'au moment d'arriver était quelque chose d'assez intéressant à observer. Donc, il y avait des personnes qui persévéraient fortement parce que ils avaient la certitude de pouvoir y arriver. Et donc, le fait d'être dans une situation de presque pouvoir y arriver les faisait donc se maintenir dans l'activité. Et donc là-dedans, on retrouve les concepts également de flow chez Csikszentmihalyi. C'est le fait qu'on est dans une tâche qui n'est ni trop facile ni trop difficile. On sait qu'elle est à notre portée. Et le fait qu'à la fois il y a un aspect random ou un aspect dans lequel il n'y a pas la certitude non plus de gagner, nous fait tenir parce qu'on s'attend, en fait, cette récompense, donc la récompense de réussir les jeux, nous fait tenir engagés dans la tâche. Par la suite, je puis travailler donc dans les jeux pour l'apprentissage, donc analyser l'apprentissage par le jeu tout au long de la vie. Dans lesquels on s'est intéressé pas uniquement aux jeux depuis l'enfance, mais également chez les personnes âgées, mais aussi en contexte intergénérationnel. Donc, comment les jeux peuvent être un moyen de collaboration intergénérationnelle. Et ensuite, en accompagnant des étudiants en technologie éducative et présentement dans les Master of Science et Smart Tech, donc à la conception
des jeux pour l'apprentissage. Donc, une approche design thinking pour la création de jeux pour l'apprentissage. Tout bientôt, on va également publier un livre avec Eric Sanchez, donc et avec la contribution de Thierry Viéville, sur la collection Mytérialité, donc qui est une collection d'André Tricot dans laquelle il y a une démystification de différents sujets. Et donc avec Eric et Thierry, on revient sur certains mythes du jeu, comme par exemple le fait qu'on puisse penser que les jeux c'est que pour les enfants, ou encore penser que les jeux c'est uniquement pour des connaissances de type conceptuel, mais qu'on peut pas travailler d'autres types d'objectifs d'apprentissage par les jeux. Donc, on décortique plusieurs mythes et à la fois, on fait un éclairage à partir des derniers travaux de recherche. Donc, pour ceux qui veulent lire des travaux de recherche qu'on a réalisés dans ce domaine-là, je vous ai mis ici les liens. Mais on va aller à l'essentiel qui est celle des jeux. Pas comme une perte de temps ou comme une distraction uniquement comme les enfants, mais comme quelque chose de très essentiel. Donc, de la même manière que c'est très important pour nous de nous nourrir et voilà d'être en sécurité, pour tout mammifère, notamment dans les premières années, c'est très important de s'engager dans un mode d'exploration, qui est guidé par la curiosité, qui peut être considéré comme un jeu. Donc, c'est pourquoi un jeu? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Les statuts de l'erreur, il n'est pas fort, donc on peut se tromper sans que ça ait des conséquences importantes. Et on a du plaisir à découvrir comment les choses fonctionnent. Et là, je vous ai mis deux images. L'un d'un petit chat, parce que dans toute présentation Internet, voilà, un chat, les chats, ça présente bien. Mais aussi parce que vous voyez les chats, vous voyez cette jeune enfant et ok. Ok, donc je reprends, je parie qu'il y aurait eu une petite interruption. Donc, aussi bien dans les cas des chats que dans les cas de ces jeunes enfants, il y a un objet qui, du coup, devient super intéressant et qu'il faut découvrir. Ok, c'est un objet qui nous attire, qui a des propriétés aussi bien de couleurs, de formes, des mouvements, tout un ensemble d'éléments qui font que voilà, on est intéressé à aller les découvrir et on va avoir plaisir à aller les découvrir et interagir. Quels sont les principes derrière cette exploration du monde? C'est à la fois la curiosité et les plaisirs. Hein? Donc, ce sont deux caractéristiques du jeu qui nous font explorer un environnement et donc pouvoir retrouver des caractéristiques de cet environnement. Donc, il y a des travaux passionnants dans l'équipe de Flowers à l'INRIA, donc Oudeye et d'autres collègues, qui travaillent sur l'apprentissage conduit ou basé sur la curiosité. Et donc, ils s'intéressent à identifier quelles sont les caractéristiques des éléments de l'environnement qui font que les jeunes enfants se mettent en disposition d'explorer. Et puis, il y a les plaisirs qui est à la fois les résultats de l'interaction, donc les mouvements du ballon, un objet qui fait du bruit, donc on fait tomber, voilà, l'enfant fait tomber son bol de nourriture, il fait un bruit pas possible, il casse tout, mais il est content, ça produit un bruit, pour lui c'est un plaisir. Comme le fait de gagner un contrôle, parce qu'au fait, au fur et à mesure qu'il interagit avec un objet et qu'il apprend à identifier comment cet objet il fonctionne, ça les fait sentir en situation de contrôle. Et cette contrôle, maîtrise de la situation, le fait de pouvoir anticiper et que l'élément avec lequel on interagit
réagissent d'une certaine manière est une source de plaisir. Quand un enfant interagit également avec des adultes, même parfois dans une visée à les énerver, c'est également une forme d'exploration et des jeux dans lesquels il est en train d'explorer quelles sont quelles sont les conséquences ou quels sont les éléments qui produisent son comportement. Donc, même dans sa manière de développer l'apprentissage de comportement, cette interaction avec les autres, il s'est fait dans un enjeu de plaisir dans lequel la conscience que les adultes ont de leur propre image et les soucis de préserver l'ego ne sont pas présents. Donc, ce sont des aspects davantage présents chez les enfants. Donc, qu'est-ce qui permet le jeu? Donc, il permet de découvrir l'environnement, des interactions ludiques avec des objets. Et ici, un des éléments qui nous intéresse particulièrement, c'est comment le fait d'interagir ludiquement avec des objets technologiques peut être également un élément qui pourrait aider à développer la maîtrise du numérique, même chez les adultes et les personnes aînées, avec l'environnement. Donc, tous les études sur les dauphins sont juste passionnants, comment ils font différents types de jeux pour explorer l'environnement. Et si vous pensez également à des enfants, la première fois que les enfants sont sous la pluie et qui vont découvrir les gouttelettes d'eau, qui vont s'amuser dans les flaques d'eau, ou qui vont jouer avec la peinture, avec la boue, avec toutes choses qui puissent les rendre vraiment salissants. Ça, c'est vraiment une exploration de l'environnement qui nous permet de découvrir ses caractéristiques. Mais également avec d'autres. Donc, interagir avec d'autres nous permet de comprendre quelles sont les réactions des personnes autour de nous, quel est leur caractère, quel type d'interaction on peut avoir avec une personne ou avec un autre. Et ça, on va retrouver également, on retrouvait en tout cas avant les confinements, dans l'escape games, dans les jeux d'évasion, également une activité très populaire, davantage qui avait gagné beaucoup en popularité, dans laquelle, en fait, des groupes de jeunes et des adultes s'engagent dans des environnements dans lesquels il faut découvrir des pistes, résoudre des énigmes, s'engager pleinement dans un contexte pour arriver dans un but. Donc, ce n'est plus un jeu en immersion numérique, on est dans un jeu dans lequel l'immersion elle se fait dans un même espace. Donc, les jeux, on a vu donc que c'était un élément très important pour découvrir l'environnement et avoir une attitude ludique dans la vie est également important pour pouvoir explorer un environnement d'une manière à pouvoir découvrir ses affordances, de pouvoir découvrir ses caractéristiques sans avoir crainte de devoir les maîtriser en avance. Hein. Donc, ça peut, cette attitude ludique de découverte peut également se retrouver au-delà du jeune âge. Qu'est-ce qui se passe par contre quand on ne peut pas jouer? Okay. Et puis là, on a quand même des études avec des rats dans lesquels, au fait, quand ils sont privés des jeux dans leur cage, ils se présentent par la suite des difficultés cognitives, physiques et sociales par la suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu dérouler leur programme naturel de découverte de l'environnement, de découverte de leur propre corps, de situations de repères de leur corps dans l'espace, de repères de eux-mêmes par rapport à d'autres individus de leur même groupe. Et ça fait qu'ils n'ont pas pu se développer pleinement. Donc, les jeux est essentiel pour les bons développements des jeunes mammifères. Parmi les auteurs qui se sont intéressés aux jeux chez les enfants, Peter Gray, qui est un psychologue sous une perspective évolutionniste, donc il va pas simplement considérer les aspects de la société courante, mais il va s'intéresser à même les débuts de notre espèce, donc comment jouer, comment on apprenait
comme on apprenait même à l'époque des cavernes, donc quelles étaient l'organisation de l'apprentissage, quel était le rôle du jeu dans ces différentes sociétés. Et également, il retrouve que les jeux est un élément clé tout au long de cette évolution de notre espèce, et que à l'époque actuelle, certains enfants se retrouvent privés dans un déficit des jeux, ce qui provoque des problèmes psychosociaux importants. Donc, le fait de ne pas pouvoir s'engager dans des jeux provoque à la fois des problèmes d'anxiété, dépression, narcissisme et perte de créativité. Donc, jouer est très important, et quand Gray s'intéresse au jeu, il s'intéresse beaucoup, pas uniquement aux jeux, aux jeux avec des règles, mais beaucoup aux jeux libres, donc aux jeux que l'enfant peut développer dans un environnement riche. Un environnement riche étant par défaut un environnement dans lequel il y a de la nature, ou en tout cas des espaces de nature à l'intérieur de ces contextes. Quand on pense à la situation actuelle, on voit également ces inégalités des jeux entre des familles et des enfants qui ont accès à des espaces verts pendant cette période de confinement, et des enfants qui se retrouvent enfermés dans des contextes dans lesquels cette possibilité des jeux d'extérieur et des jeux en interaction de la nature, il est davantage limité. Donc, nous faisons face dans ce contexte des confinements, pas uniquement à des inégalités d'accès numérique et d'accès à l'éducation par le numérique, mais également à des inégalités importantes en termes d'opportunités de jeu. Cet intérêt pour les jeux nous a conduit également à s'intéresser à comment on joue à différents âges, aux différents âges, et avec des objets qu'on ne connaît pas. Donc, on s'est beaucoup amusé au cours de ces dernières 3 années à proposer 4 cubes robotiques qui sont a priori non connus par les personnes auxquelles on les propose. Donc, c'est pas un objet si connu que les Lego ou d'autres jeux. Et donc, on demande aux personnes avec ces 4 cubes de créer un véhicule. Okay. Quand vous donnez 4 cubes à un enfant, vous lui dites de créer un véhicule, il ne bronche pas, il s'engage dans la tâche, et il va essayer de trouver la manière de faire que ces différentes pièces, au fur et à mesure qu'il découvre qu'il y a des roulettes, qu'il y a peut-être quelque chose qui ressemble à des phares, parce que voilà, c'est la première interprétation qu'il fait. Il va quand même essayer de donner sens à ces pièces-là sous forme de véhicule. Qu'est-ce qui se passe avec un adulte ? Un adulte, c'est un petit peu différent. Il va prendre ces 4 cubes et il va penser à véhicule. Et cette image des véhicules va les faire évoquer plein de véhicules assez spécifiques, donc des trains, des voitures, etc. Et puis il va continuer à regarder les 4 cubes, et il va se retrouver davantage dans une dissonance entre les consignes et ce qu'il se retrouve autour sur la table. Un élément qui pourrait jouer en défaveur des adultes, c'est le fait qu'on a des connaissances davantage structurées, davantage formalisées. Et donc, le fait que notre concept de véhicule il soit assez formé, et que ces pièces-là ne correspondent pas à ce qu'on s'attend à voir pour construire un véhicule, crée un conflit davantage important que pour un enfant où on lui donne ces 4 pièces et puis il va s'essayer, même s'il n'a jamais fait un véhicule avec ces 4 pièces. Même chose, on donne même 4 pierres ou un tout autre matériel à un enfant, on lui demande de créer un véhicule ou toute autre chose. Son ouverture à trouver un usage alternatif à un même objet, il est davantage important. Et là, on retrouve ce que Guilford en créativité
à étudier par les biais de la tâche AUT et des tâches subséquentes, c'est le fait de comment imaginer des usages alternatifs à celui qui est initialement prévu pour un objet. Hein. Donc, quand Guilford fait sa tâche à lui, en fait, il propose d'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec une chaise. Et donc, on va voir tous les usages autres que s'asseoir. Donc, une chaise peut servir à faire de la batterie, une chaise peut servir à ouvrir ou à casser une vitre si elle est bloquée. Une chaise peut servir à structurer, à servir comme meuble, comme penderie. Donc, il y a tout un ensemble d'usages qui ne sont pas ceux initialement prévus pour l'objet, que par les biais de ces tests sont évalués pour voir à quel point la personne peut imaginer, peut générer des idées différentes à partir d'un même objet. Là, dans cette tâche-là, donc, on voit que pour résoudre cette situation-là, il va falloir s'imaginer la manière de construire un véhicule avec ces 4 objets. Donc, on va être tout d'abord face à un objet inconnu, donc un mode exploration. Il faut découvrir notre environnement. C'est un petit peu comme les chats avec la balle ou les jeunes enfants avec un nouvel objet. Il va falloir découvrir l'objet. Il va falloir faire attention à ces différents éléments. Il va falloir tester si ce qu'on voit, c'est effectivement ce qu'on a imaginé. Donc, est-ce que ces éléments-là fonctionnent comme des roulettes? Et ensuite, commencer à combiner en vue de créer différentes solutions. Ces solutions-là, elles pourraient ne pas fonctionner et c'est là où il va falloir recombiner et essayer des solutions nouvelles. Donc, jouer, c'est à la fois donc une exploration donc des éléments concrets qui vont permettre d'arriver à une génération des règles. Donc, si on joue avec un marteau qui fait du bruit, comme les enfants, c'est en utilisant les marteaux et en tapant sur la table ou sur un autre objet qu'on va voir que les marteaux font du bruit et donc on va découvrir cette propriété et on va s'amuser à par la suite anticiper les bruits et à faire taper sur les marteaux jusqu'au moment où les parents n'en pourront plus. Et donc, ils vont cacher ces marteaux pour éviter que l'enfant continue de faire du bruit. Avec un objet comme ces cubes-là, c'est la même chose. On va d'abord observer qu'il y a quelque chose dans lequel on pourrait se dire « Ah tiens, des roulettes, si je vais construire un véhicule qui bouge, ça pourrait m'être utile. » Deuxième aspect, est-ce que ça tourne? Donc, on va venir explorer et faire tourner les roulettes pour voir si effectivement ça se comporte comme on s'attend. Donc, est-ce qu'il y a cette propriété qui est celle des roulettes? Et ensuite, on va aller à compléter notre hypothèse de fonctionnement de cette affordance, de cette propriété de l'objet, qui va être de voir si effectivement ça fait rouler. Hein. Donc, tous ces éléments, c'est un ensemble d'interactions avec l'objet dans lesquelles les connaissances que nous avons au préalable, donc savoir qu'un véhicule a besoin de roulettes, que ces roulettes donc peuvent servir à faire déplacer les véhicules, vont être en interaction avec des objets dans lesquels on se dit cet objet, ça pourrait correspondre à ça et donc on va faire les liens, on va faire des interactions entre l'objet et notre modèle de connaissances, nos connaissances préalables, pour bâtir petit à petit, donc par le biais de ces interactions, un ensemble d'expectatives de fonctionnement, des règles et réduire progressivement l'espace problème jusqu'au moment d'arriver à trouver la solution. Là, c'est un schéma qui nous vient donc des formats et processus d'apprentissage de Musial, Prader et Tricot, dans lesquels on voit les différents types de connaissances, donc à la fois des connaissances générales et des connaissances particulières, et sur les types également de connaissances, donc des connaissances déclaratives et des connaissances procédurales. Quand on est dans un jeu où on met un jeu, on met en interaction ces différentes connaissances qui prennent forme à la fois des concepts qu'on invoque, mais également des règles par les biais du jeu.
quand on explore cet objet, on a déjà en nous les concepts de roue. Tout le monde sait qu'est-ce qu'est une roue. On sait que parmi ses propriétés, c'est celle de tourner et celle de permettre les mouvements. Et ensuite, on va voir dans un contexte de tâches particulier l'observation, donc un input visuel et puis des interactions sensorielles avec l'objet qui vont permettre donc de faire les liens entre ces concepts et donc ces connaissances préalables qu'on a et la situation dans laquelle on est en train d'interagir dans un but progressivement de nous approcher d'une solution. Donc, jouer est une mise en jeu des connaissances préalables et des nouvelles connaissances particulières dans un contexte. Okay? Donc, quand on joue au Scrabble, quand on joue aux échecs ou d'autres, on a des connaissances préalables et on les met en jeu dans une situation particulière. Nous arrivons sur les différents jeux et donc quand il y a des travaux ou des discussions autour de est-ce qu'il faut jouer en classe ou pas, est-ce qu'il faut introduire les jeux en éducation, c'est peut-être une mauvaise question parce que derrière les mots jeux, il y a beaucoup de réalités différentes. Donc les mots jeux, il faut les spécifier sur un jeu en particulier, dans une situation en particulier, avec des artefacts très spécifiques pour pouvoir l'étudier. On ne peut pas généraliser les impacts ou les bénéfices ou inconvénients du jeu parce que ça va dépendre énormément du type de jeu et de la tâche. Donc, un élément déjà important pour faire la distinction entre les différents types de jeux, c'est d'un côté considérer ce qui est les jeux libres, donc qui est un jeu qui a des règles émergentes. Donc, vous pensez à un groupe d'enfants et comment ils vont se créer des règles de jeu tout en profitant de la situation. Donc, ils vont peut-être jouer, ils vont imiter une situation des adultes ou ils vont s'inventer tout un contexte. Et ces règles peuvent même être dynamiques. Là, on est dans un contexte de jeu libre dans lequel il n'y a pas un ensemble de règles préétablies, mais c'est l'enfant ou l'adulte, il y en a encore qui sont capables, qui ont maintenu cette capacité aussi de jeu libre, de générer un ensemble d'interactions et de génération des règles. Okay. Parfois, dans un même groupe d'enfants, ces jeux libres prend petit à petit la forme prend certains patterns qui se répètent. Donc, un groupe d'enfants va avoir une culture de jeu à eux dans lesquels ils ont des règles partagées dans leur même groupe d'enfants. Cet type de jeu avec une approche émergente est très importante pour leur capacité également d'exploration et de génération de modèles du monde de l'enfant, parce que ce n'est pas uniquement l'adoption d'un modèle de règles déjà établi, c'est la possibilité pour l'enfant de modéliser des situations et de tester des règles qu'il a générées lui ou en collaboration avec d'autres enfants ou d'autres adultes. Ensuite vient les jeux guidés, donc dans lesquels un adulte ou un enseignant, un adulte ou un enfant plus âgé va quand même orienter un certain type de jeu, dans un but d'orienter ou de faire travailler certains aspects par les biais du jeu, parce que et donc il y a une négociation entre certaines règles qui sont émergentes de la part de l'enfant et des situations ou des contraintes qui viennent être guidées par la part de l'adulte. Et après, on retrouve les jeux. Et vous voyez qu'en anglais, la distinction, elle est faite entre play et game, mais pas en français. Dans les jeux, en fait, les jeux, c'est des situations d'interaction orientées vers un but
avec un ensemble de règles. Et certaines ont été codifiées socialement et sont connues. Donc, par exemple, les échecs. Donc, quand on parle d'échecs, tout le monde sait quels sont l'ensemble des règles avec lesquelles on va jouer. Et par la suite viennent les interactions dans lesquelles, en fait, on va utiliser des composantes du jeu. Donc, pas un jeu en soi, mais certaines composantes du jeu pour les introduire dans des situations dans lesquelles il y a avant tout un objectif d'apprentissage. Donc, Josh et collaborateurs, donc, ils vont faire un grand parapluie dans lequel ils vont parler d'apprentissage ludique ou apprentissage par le jeu, dans lesquels on va retrouver cette jeu livre, les jeux guidés et les jeux. Okay. Et c'est là comme un continuum dans lesquels, en fait, les travaux qu'ils ont développés, là où ils voient des avantages davantage importants en termes d'apprentissage, c'est les jeux guidés. Okay, donc c'est pas des situations de jeu totalement fermées, c'est pas non plus des situations totalement émergentes, mais c'est des jeux guidés dans lesquels l'interaction de l'adulte peut aider à institutionnaliser, donc à repérer, à valoriser certains apprentissages qui sont réalisés pour les lier à des savoirs savants, donc à des savoirs qui sont visés dans un objectif d'apprentissage et qui peuvent permettre à l'enfant de repérer et de pouvoir comprendre certains éléments qu'il vient de faire. Okay. Les collègues comme Eric Sanchez et d'autres collègues à Fribourg, donc ils se considèrent également une étape complémentaire pour les jeux qui est celle du débriefing, qui consiste au fait à laisser jouer, mais après venir en tant que parent ou en tant qu'enseignant faire un débriefing, donc faire un retour de ce qui s'est produit par les jeux afin de faire les liens entre l'expérience de jeu dans laquelle probablement l'enfant était pas mal engagé et concentré là-dessus et les retours de cette expérience pour faire les liens avec des apprentissages. Quand on va finalement étant donné que les jeux ici peut avoir ces caractéristiques intéressantes pour l'apprentissage, il y a logiquement cette idée de penser à faire des jeux sérieux, hein, donc de concevoir des situations de jeu et des jeux numériques où il y a des jeux analogiques dans des buts pédagogiques. Et donc, on part d'une intention qui est à la fois ludique et pédagogique. Donc, on a ces des intentions qui se partagent, qui sont concomitantes et parfois en concurrence. Et ensuite, une démarche d'intégration du jeu dans une situation d'apprentissage. Et ensuite, l'expérience ludique et l'expérience d'apprentissage et des apprentissages qui pourraient ou ne pas se faire. Malgré ces intentions ludiques et ces intentions pédagogiques, cet assemblage ne provoque pas toujours ces constatants. Hein. Donc, ce qui pourrait se produire, c'est que on fait un jeu et finalement le jeu, oui, il est perçu, c'est très engageant, mais on n'a rien appris. Donc, on voulait faire apprendre un concept, puis donc par exemple, on voulait faire comprendre un principe physique avec une simulation. Les enfants se sont amusés avec ces jeux, mais ils n'ont pas appris. Okay, donc là, on a pu répondre à cette intention ludique, mais on a raté cette intention d'apprentissage. Dans d'autres cas, et ça, cela nous est arrivé dans un jeu que nous avions développé dans un projet antérieur. Les problèmes a été que, bien que notre intention soit ludique, les étudiants ils ne considéraient pas les jeux qu'on leur proposait en tant que jeux.
Et c'est là parce que la qualité graphique, la qualité des réalisations des jeux n'était pas celle qui était pour eux celle attendue pour un jeu. Donc oui, ils apprenaient mieux parce qu'on avait mis en place l'obligation de répondre aux interactions du jeu avec une déclaration de jugement métacognitif avant réponse, mais on a raté totalement les côtés ludiques. Donc, si on revient à ce qui serait une bonne recette, donc à la fois une situation de jeu ou un jeu qui permettent d'arriver à maintenir l'intention ludique et pédagogique en forme d'expérience ludique et d'un apprentissage effectif, il se peut qu'on n'arrive pas à réussir les deux éléments. Les méta-analyses qui sont faites dans l'apprentissage par les jeux sont relativement décevantes. Et bien que c'est pas si décevant côté apprentissage, c'est décevant au moment de comparer à des situations de non-jeu, parce que bien que les jeux soient engageants et qu'ils puissent être ludiques, il n'y a pas un gain réellement significatif dans la plupart des jeux qui sont étudiés. Quels sont les types de jeux qu'on pourrait utiliser? Donc, il y a d'un côté les jeux qui ont été conçus spécifiquement pour des apprentissages. Donc, on pense au Café des Matadors, à Forestia ou d'autres qui sont des jeux spécifiquement créés dans un but d'apprentissage. Donc, il y a à la fois l'intention ludique et l'intention d'apprentissage au moment de concevoir ces jeux, de les mettre de les utiliser, de les intégrer pédagogiquement et de les analyser en cours d'utilisation. On peut également considérer une démarche beaucoup moins coûteuse que la création d'un jeu sérieux éducatif, qui est les détournements pédagogiques ou les braconnages des jeux numériques sans intention éducative. Et c'est ce qui s'est passé au départ avec Minecraft, donc qui, avant d'avoir une édition éducation, a été déjà détourné dans un but éducatif, ou encore Angry Birds ou d'autres jeux qui sont utilisés comme matériel pédagogique, comme situation à partir de laquelle pouvoir apprendre d'autres éléments. Donc, étudier les paraboles avec Angry Birds, recréer des cités historiques avec Minecraft. Donc, là-dedans, en fait, on s'appuie sur un jeu qui a déjà réussi et qui est populaire d'un point de vue des gameplay, donc de l'expérience de jeu, et on les détourne pédagogiquement pour l'utiliser dans certains objectifs d'apprentissage. Et encore une troisième démarche qui est celle de la création de jeux numériques, donc pour apprendre, ce qui rejoint les dynamiques de type design thinking ou autres, dans lesquelles en fait le but c'est pas tellement la création d'un jeu qui puisse rendre un rendu professionnel, mais c'est la démarche de empathie sur une situation problème, de identification des éléments clés, des scénarisations et de orchestration des mécaniques des jeux et des mécaniques d'apprentissage qui sont intéressantes comme manière d'appréhender donc une réalité. Ok, donc on ne va pas rentrer en détail sur ces éléments-là, mais quand on est dans l'étude de jeux pour l'éducation, il y a plusieurs étapes dès la conception jusqu'à l'évaluation des apprentissages, mais également sur les différentes perspectives qui doivent être prises en compte en termes d'expérience utilisateur, de jouabilité, d'univers de jeu et d'apprentissage, qui doivent être prises en compte, et la conception d'un bon jeu sérieux éducatif est extrêmement complexe, car il faut arriver à aligner ces différents objectifs d'une manière à ne pas surcharger dans les cadres des jeux, avoir une situation dans laquelle il y aurait une incohérence entre ces différents éléments, et on se retrouverait dans des jeux dans lesquels il y a un petit
part ludique, et après on s'arrête, on répond à des questions d'apprentissage, on continue la part ludique. Donc, dans lesquelles il n'y a pas d'intégration bien établie entre ces différentes composantes. OK? Donc, on est à la fin et donc juste pour vous dire à quel point c'est complexe cette conception des jeux pour l'apprentissage. Parmi les difficultés donc qu'on a pointées, donc c'est le fait que si on conçoit des jeux pour l'éducation, ils ne sont pas toujours perçus comme des jeux par les apprenants. La qualité d'un jeu éducatif n'ayant pas les mêmes budgets qu'un jeu AAA, c'est très difficile d'arriver à avoir les mêmes types de qualités d'interaction. C'est un processus complexe qui demande à la fois des compétences des designs pédagogiques, mais également technologiques, d'intégration pédagogique. Il y a beaucoup d'éléments à coordonner. Il n'y a pas toujours de plus-value pédagogique ou d'amélioration dans les apprentissages et on n'arrive pas toujours à intégrer de manière cohérente les objectifs d'apprentissage, les mécaniques de jeu et les mécaniques d'apprentissage entre elles. Malgré cela, et avant, un autre aspect, c'est que aussi du côté de la ludification, il n'y a pas que des aspects positifs, on voit également des aspects négatifs qui se retrouvent dans certains éléments, notamment de compétition, quand les éléments du jeu ne sont pas intégrés avec un bon alignement avec les objectifs d'apprentissage. Donc, l'effet d'avoir, par exemple, des tableaux des réussites ou des leaderboards, donc dans lesquels on voit qui a été les meilleurs, n'est pas toujours un élément qui encourage les apprentissages. Ça pourrait même démotiver certains apprenants. Donc, dernière question pendant la phase de discussion. Donc, quelles sont vos recommandations de jeux? Et dernier message, il y a tout de même des excellents jeux pour l'apprentissage que dans les cas où vous auriez les temps dans cette période de confinement, ça vaut la peine que vous exploriez. Et parmi ces jeux, il y a un portal qui fait une sélection vraiment des grandes qualités qui est Games for Change, donc qui est une initiative qui regroupe des jeux pas uniquement à visée éducative, mais également à visée sociale, donc des jeux qui visent à développer la conscience sur à la fois des objectifs de développement durable, sur des problématiques sociétales et d'autres. Et parmi ces jeux, je vous invite à découvrir deux d'entre eux. L'un, c'est sur les effets des ségrégations sociales. Donc, c'est un petit jeu de simulation tout simple, mais qui à la fois, avec quelques clics, nous permet de comprendre un aspect de psychologie sociale par les biais d'un jeu et de réfléchir par la suite à comment le fait de vouloir se rapprocher des personnes d'un même groupe fait qu'on peut se retrouver dans des contextes, ou en tout cas dans des contextes dans lesquels il y a de la ségrégation. L'autre, c'est un jeu qui risque d'être bouleversant. C'est un jeu dans lequel on perd à tous les coups. Donc, c'est un couple des parents qui sont des game designers dont leur enfant était atteint d'un cancer incurable et leur moyen d'expression pour permettre à d'autres personnes de comprendre leur situation a été de créer un jeu dans lequel malgré les options qu'on prenne, l'issue, elle est terrible. Et donc, c'est la mort de cet enfant. Mais par les biais de ces jeux, l'objectif n'est pas de gagner. C'est un jeu dans lequel, en fait, il n'y a pas un win state. C'est un jeu dans lequel on perd à tous les coups, comme dans la situation qu'ils ont vécue, mais dans laquelle on revit, ils visent permettre de revivre la situation qu'ils ont vécue comme parents. Donc là-dedans, on voit les jeux en tant que également contexte d'expression qui permet de transmettre des réalités, de faire réfléchir et dans lesquelles, en fait, il n'y a pas de réussite possible. Donc voilà, j'espère que tous ces éléments vous ont donné envie de jouer et de partager les jeux
auquel voilà, de continuer à jouer et de considérer le jeu comme un aspect important. Et si vous avez des enfants, vous faites à déculpabiliser que les enfants passent du temps à jouer, parce que c'est également quelque chose de très important pour les développements. Merci beaucoup. Merci Margarida, alors pour cette présentation très intéressante. Effectivement, tu as fait un lien avec cette période spéciale qu'on est en train de vivre, où on se retrouve effectivement à la maison, ou tout seul, ou sinon dans une famille avec des enfants. Et on a aussi redécouvert, des fois avec de la difficulté, parce qu'avec cette présence des enfants, des fois ça peut être effectivement difficile à gérer leur envie de jeu. Hein. Mais ça a été effectivement, tu as fait un lien sur ça et tu as effectivement permis aux gens de comprendre et aussi formuler pas mal de questions. Hein. Donc, je vais commencer à te poser quelques questions qui viennent directement de l'audience. Hein. Et effectivement, il y avait des gens qui se posaient la question s'il y avait une différence entre jeu, entre guillemets, éducatif et normal. C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment perçu? Mais je dirais que ça, tu as très bien expliqué. Donc, tu as bien répondu à ça et qu'effectivement, ce n'est pas le cas toujours. Hein, qu'un jeu conçu même comme jeu éducatif est comme ça. Et lié un peu à ça, effectivement, il y a cette idée du système éducatif français où on se pose la question si... Alors, il y a pas mal les personnes se disent qu'effectivement, ils ont arrêté de jouer apparemment, on pourrait dire, au collège. Et le système donc d'éducation, et même après, a pas trop poussé pour qu'effectivement le jeu reste comme une expérience à développer. Et donc, il y a des personnes qui se posent la question, premièrement, si on l'a développé pendant l'enfance, est-ce qu'on peut le développer après? Et si oui, effectivement, pour quelles compétences, pour quelle perspective à court et moyen terme? Si tu peux développer ce point. Oui, je pense que les humains, on est fait pour jouer et tout au long de l'histoire, il y a des jeux qui ont été joués par des adultes. Donc, c'est quelque chose qu'on a en nous, cette capacité à interagir dans un contexte d'une manière plus exploratoire. Et peut-être ce qu'il manque parfois, c'est les temps. C'est le fait aussi de faire, au fait, en éducation, très souvent, on est dans plutôt de la planification, parfois la surplanification. Et ceci, ça veut dire créer plein de règles, plein d'éléments structurels pour arriver à des objectifs d'apprentissage. C'est donner davantage du temps, et donc parce que les jeux nécessitent aussi un temps, permet parfois d'y aller en mode inverse. Ça veut dire qu'on va permettre de créer une situation de jeu dans laquelle les élèves s'engagent, mais ensuite il va falloir tisser et créer les liens et valoriser ce qui a été appris pendant cette phase de jeu pour que ça soit pas que des jeux, mais qu'on puisse extraire de cette expérience des éléments qui sont intéressants pour les apprentissages. Donc, des éléments qui sont intéressants, c'est à considérer que le jeu est une stratégie de plus. Donc, l'élément qui est souvent intéressant, c'est de combiner. Il faut à la fois apprendre ces connaissances secondaires qui sont artificielles et culturelles. Donc, les maths, on les apprend pas dans la nature. Il faut quand même qu'il y ait un apprentissage qui est dirigé et dans lequel c'est explicitement appris. Mais par la suite, il peut y avoir d'autres éléments dans lesquels on joue, mais par la suite, on fait les liens avec ces connaissances-là. Donc, je pense que peut-être une des difficultés actuelles du système de la formation scolaire, c'est surtout les temps. Donc, les horaires sont relativement contraints et malgré qu'il y a plein d'enseignants qui sont intéressés par ce type de démarche, trouver les temps pour intégrer des apprentissages par le jeu, c'est extrêmement difficile. Oui.
Et alors, peut-être je rebondis sur ça, sur 2.1, parce qu'il y a deux personnes qui demandent sur cette idée que le système d'éducation scandinave, hein, apparemment, il devrait favoriser le jeu. Donc, dans les pays Mm. nordiques et tout ça, on joue apparemment à l'école. Si tu peux, donc tu connais, je sais que tu connais assez bien le monde nordique, les pays nordiques, et peut-être tu peux nous dire quelque chose, hein, sur Mhm. ce point. Et après, je vais faire la deuxième question. Mhm. Il y a une conception de quel est le rôle de l'école qui est assez différent et la conception de l'enfant. La place du jeu, en tout cas Finlande et Suède, elle est très importante. Donc, c'est considéré comme un des besoins du jeune enfant. Donc, du moment où on considère que c'est un besoin, c'est traité d'une manière différente. Et après, il y a aussi, pendant la formation des enseignants, une considération davantage importante de la psychologie du développement. Et je pense que le fait de davantage travailler la psychologie du développement permet se rendre compte à quel point c'est qu'on fait par les biais du jeu et ce que l'enfant est en train de développer par les biais du jeu libre est important pour son développement. L'autre aspect, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeux en extérieur, d'apprentissage en extérieur. Donc, les modalités d'apprentissage sont davantage diversifiées. Donc, malgré un climat qui est davantage rude, les enfants passent beaucoup de temps à faire des sorties, à prendre en forêt, à avoir des initiatives d'apprentissage d'extérieur qui fait que l'environnement d'apprentissage est davantage riche pour bâtir par la suite les différents liens. Donc, je pense qu'il y a des éléments très intéressants à prendre en considération et j'espère aussi que cette période de déconfinement va être une opportunité avec cet éclatement de la forme scolaire, le fait que les enfants ne puissent pas être si nombreux en classe, le fait qu'il va falloir explorer la cour d'école, peut-être d'autres espaces qui avant n'étaient pas des espaces d'apprentissage pour permettre de explorer aussi pour les enseignants, d'autres lieux et d'autres approches pour l'apprentissage. Et lié un peu à ce dernier point, en fait, une autre question, je fais le lien, hein, sur les différents commentaires et aussi une réflexion personnelle. Quand on parle donc de jeux, il y a quand même des jeux qui sont plutôt des activités, on dirait, corporelles aussi. On voyait l'image du petit enfant tout colorié parce qu'il s'était sali en fait avec plein de couleurs. Donc il y a une activité comme ça que peut-être on imagine plutôt qu'elle caractérise l'âge de l'enfance. Et après, il y a des jeux plutôt cognitifs, hein, qui se développent avec le temps. Et est-ce qu'il y a quand même une différence? Est-ce qu'on doit... parce que peut-être l'école, hein, dans le système scolaire français, on voit beaucoup cette dimension directement cognitive, beaucoup de travail pour que on commence à utiliser les higher order skills, hein, comme on dit, et pas trop la dimension corporelle. Ça pourrait être le théâtre, le jeu, la sculpture. Il y a des activités aussi comme... Est-ce qu'il y a une différence? Je me permets donc de poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre ces différentes modalités plus physiques, corporelles et celles plutôt cognitives? Ça implique différentes compétences? Comment... Ouais, c'est super intéressant parce que justement, dans les derniers travaux, les liens entre voilà, cerveau et corps, il est totalement, il est totalement fort. Donc, on voit par exemple comment l'effet de travailler la dextérité des doigts par les biais de la pratique d'un instrument influence également la capacité numérique, d'énumération des individus. On voit vraiment les liens corps et cognition. Donc, et le fait qu'en fait, on est un corps qui apprend
Donc, réduire les apprentissages au cerveau, c'est limitatif. Donc, des approches, par exemple, qui étudient les mathématiques en mouvement, donc comment l'effet d'apprendre tout en faisant des chorégraphies, comment l'effet d'intégrer des gestes dans l'appréhension des différents concepts mathématiques sont en train de se développer et sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de voir que aussi la codification des apprentissages, elle se fait toujours en contexte et que parfois, le fait simplement de changer l'espatialité de la classe ou notre position peut avoir une influence dans les apprentissages. Donc, je pense qu'on est encore très loin de prendre conscience de l'importance du corps dans les apprentissages et du fait des besoins des enfants de bouger, d'apprendre aussi un mouvement. Pour aussi adapter les contextes d'apprentissage formels dans un but de permettre davantage l'apprentissage en mouvement. En tout cas, l'apprentissage tenant compte de tout son corps et pas uniquement dans une position passive. Et là, déjà, je rebondis sur ça pour dire s'il y a une dimension culturelle. En fait, est-ce qu'il y a des différences claires ou c'est quelque chose de vraiment universel, on joue toujours de la même façon, ou on apprend? Est-ce qu'il y a des éléments intéressants d'un point de vue culturel à relever? Il y a les deux. Il y a le fait que voilà, on est des machines à jouer. On est avec cette espèce de logiciel qui nous fait être un jeu dans notre environnement et avec les autres. Mais après, il y a tout un apprentissage culturel sur des règles du jeu, sur un certain type de jeux, donc qui sont très spécifiques à un contexte socio-culturel, historico-culturel à un moment donné. Mais qui sont en interaction avec cette manière. En fait, notre cerveau reste le même depuis la nuit des temps. Donc, on a un même logiciel des jeux, on met une même approche du jeu, mais dans chacune de nos cultures, on avait développé différentes cultures de jeu. Et ces cultures de jeu, il y a également des travaux passionnants de comment elles se développent socialement, mais également au sein d'un groupe. Donc, un même groupe d'enfants peut établir des rituels de jeu, s'inventer des jeux spécifiques, et ça va être aussi une manière d'interagir et de se construire en tant que groupe. D'accord. Une autre question un peu différente pour changer l'esprit aussi des questions. Ils disent qu'il y a des personnes qui ont la tendance de, quand ils jouent, de jouer comme s'ils étaient en train de jouer leur vie. Et donc, il disait s'il y avait des propositions à mettre en œuvre pour permettre une meilleure gestion des émotions dans le jeu. Et éventuellement, si on peut favoriser la coopération, par exemple, essayer de... cette dimension plutôt typique et psychologique du jeu dans la motivation et dans l'engagement. Tout à fait. Et je pense que là, on est vraiment dans les guided play. Qu'est-ce qui se passe? Apprendre à perdre, apprendre à gagner, c'est relativement simple. Mais apprendre à perdre ou apprendre à gagner de manière empathique avec les autres, c'est tout un effort à réaliser par les jeunes enfants. Et c'est là où les jeux guidés, ou en tout cas avec un adulte qui peut intervenir, qui peut réguler certains comportements, est important donc pour apprendre à se gérer, à réguler ses émotions et les émotions des autres pendant les jeux. Donc, c'est un contexte très intéressant pour la régulation émotionnelle. D'accord. Donc, tu conseilles cette dimension de guided play, comme tu disais, pour favoriser. Oui, tout à fait. C'est vraiment très intéressant. Et puis, c'est important également parce que un des retours qu'on a des enseignants à l'INSPE, donc il y a des étudiants qui nous disent, mais un tel élève, il sait pas perdre. Donc à la maison, on lui a pas appris à perdre. C'est comme si on s'attendait que ce type d'apprentissage il s'efface dans les sphères familiales, et que si dans les sphères familiales il n'y a pas d'interaction de type jeu et on ne sait pas se comporter face aux différentes situations de jeu,
c'est compliqué. Et l'autre aspect par rapport à la coopération, c'est que c'est des dynamiques qui sont intéressantes. Donc, les jeux coopératifs se sont développés beaucoup au cours des dernières années. Il y a un élément qui peut être très intéressant d'un point de vue pour les enseignants, c'est comment également transformer des jeux compétitifs en jeux coopératifs dans lesquels promouvoir l'interdépendance positive. Donc, dans le fait que, en fait, on gagne ensemble et on puisse être dans des situations dans lesquelles ce n'est pas des paradigmes des paradigmes uniquement compétitifs, mais des paradigmes de gagnant-gagnant. D'accord. Il y a une personne qui pose la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il faut éloigner les enfants des écrans? Et en général, si les jeux digitaux, donc même ludiques, sont-ils à conseiller pour quel est ton point de vue? Oui, pour répondre à ça, il y a plusieurs éléments, donc c'est l'âge de l'enfant, les types de jeux, etc. Mais en tout cas, c'est difficile de répondre sur l'intérêt de l'écran parce que l'écran en soi, c'est juste un objet. Donc, ça va être beaucoup les types de jeux auxquels l'enfant va jouer. Donc, il y a beaucoup de mini-jeux qui ont une piètre qualité. Hein. Donc, c'est juste des exerciceurs dans lesquels, au fait, aussi, il n'y a pas un accompagnement ou un guidage. Ça apporte pas grand-chose. On n'apprend pas. On s'exercite sur des connaissances déjà acquises. Mais il y a aussi des jeux qui peuvent, par exemple, parmi les jeux qui sont assez intéressants, les jeux de fraction, sont des jeux qui ont réussi à bien intégrer à la fois les mécaniques des jeux, donc les faits des jouets à diviser avec des gestes sur un objet, avec les concepts de fractions. Donc, voilà, ça peut être intéressant, mais il faut à chaque fois voir qu'est-ce qu'il y a derrière les jeux qui est proposé. Et je dirais qu'un élément qui peut être intéressant, c'est tenir pas loin de l'enfant au moment où il joue pour pouvoir les guider, même si l'enfant, c'est pas ça qu'il s'attend de nous. Mais pouvoir guider son jeu, lui faire un retour, etc., c'est important pour arriver à lui faire prendre conscience des éventuels apprentissages qu'il fait pendant les jeux. Et à propos de ça, peut-être c'est lié. Est-ce qu'il y a vraiment, même d'un point de vue neurophysiologique, on pourrait dire, ou de développement de la personne, le jeu contre, par exemple, soi, découvrir soi-même, ou contre un autre, par exemple un ordinateur ou un humain, est-ce que ça change profondément, c'est-à-dire ce sont des choses différentes ou c'est les mêmes systèmes qui sont sollicités dans l'humain dans les parcours d'apprentissage? Ah, et là, c'est super intéressant parce que il y a aussi l'effet de faire jouer sans savoir si derrière c'est un humain ou c'est une machine. Et donc, c'est plus si la personne pense que c'est un humain ou que c'est une machine, on a des expectatives différentes. Et parmi les travaux qu'on a fait il y a quelques années avec ces jeux qui n'étaient pas très ludiques pour les étudiants, on avait codé à la fois de personnes avec des connaissances plus importantes que les sujets et des personnes avec des moindres connaissances. Donc, la perception des degrés de connaissances qu'il y a la personne avec laquelle on joue, comment on perçoit à quel point on perçoit compétent l'autre personne peut avoir aussi une incidence. Donc, ça dépend de beaucoup d'éléments, mais ce qui est en train d'être développé, qui est très intéressant, c'est des systèmes donc, qui sont davantage adaptatifs, donc qui vont tenir compte de beaucoup des situations de jeu par différents joueurs pour pouvoir s'adapter au comportement de jeu de l'apprenant, lui proposer des aides là où il serait bloqué, adapter les niveaux de difficulté en fonction de comment il est en train d'agir. Donc, il y a quand même des éléments au niveau des modélisations de l'apprenant et de la tâche de jeu qui sont très intéressants à ce moment.
Et alors, on a presque atteint la fin, mais il y a plein de questions, hein. Et Mhm. donc, je vais encore en poser deux, mais c'est vrai que on voit, ben, et tu transmets la passion que tu as, hein, sur le sujet. Il y a des personnes même qui demandent, on a plein de questions, on aimerait bien pouvoir après échanger. Donc, Mhm. ils souhaitent pouvoir échanger. Donc, j'imagine que tu auras des personnes qui vont te contacter parce qu'ils ont été Mhm. Mhm. vraiment très, très intéressé par ce que tu as raconté. Alors, je vais Mhm. terminer avec deux questions. Une, c'est donc, est-ce que il y a une personne qui demande, quel est le rôle, donc, vu que le jeu est si important dans notre société, de tout ce qui est game design, dans l'évolution Mhm. donc de nos sociétés, quel est le rôle, comment tu le vois, quelle est ta vision dessus? Mhm. Oui, on pourrait considérer qu'en fait, on est tous des concepteurs de jeux. Si on considère qu'on a tous été un jeu livre et qu'on a inventé des jeux. Sauf que peut-être qu'on se donne moins les contextes et la situation en étant adulte de se situer dans des contextes de ce type-là. Mais concevoir des situations ludiques, donc dans un but ludique dans lesquelles on établit quelques règles pour interagir, c'est quelque chose que tout humain peut réaliser, mais c'est une question également du contexte. Donc, un des éléments donc, par les biais des démarches de type serious play ou d'autres approches d'intégration de la ludification, c'est comment tirer avantage de certaines mécaniques de jeu pour permettre à engager l'activité d'un groupe ou l'activité d'individus dans une certaine direction. Mais surtout, comment préserver les caractéristiques du jeu, qui est celle il faut que ça soit dans un niveau de difficulté dans lequel on se sent à l'aise et à la fois engagé. Donc, il ne faut pas ni trop facile ni trop difficile. Il faut que l'erreur ne soit pas coûteuse. Donc, on peut s'entraîner à tirer des missiles sans que ça explose nulle part. On peut s'entraîner à faire voler des avions sans les faire avec des vrais matériels. Donc, les statuts de l'erreur dans ce type de jeu, il faut que ça reste voilà, sans lourdes conséquences, hein, donc sans des conséquences dans la vie réelle. Et il faut à la fois qu'il y ait des rétroactions relativement immédiates et significatives pour l'apprentissage. Donc, il faut qu'on sache quand on explore quelque chose, qu'on ne tarde pas beaucoup à voir la rétroaction, mais que ça puisse être intégré relativement rapidement. Si on a ces ingrédients-là, je pense qu'on est tous en disposition de ludifier davantage différentes situations voilà, des différentes situations dans lesquelles on veut atteindre un certain objectif, ou on veut faire bouger une équipe dans une certaine direction, tout en essayant de retrouver ces principes. Et comme dernière, en fait, j'essaye de la reformuler parce il y a une question très précise, par exemple, c'est existe-t-il des outils pour mesurer le plaisir lors d'un jeu éducatif, hein, à l'exception Mhm. des échelles Likert, hein, la Likert Scale. Moi, je te demanderais Mhm. plutôt est-ce que le plaisir, en fait, est une dimension fondamentale? Il y a différents types éventuellement de plaisir, c'est-à-dire quelle est la motivation selon toi pour aussi, vu qu'on parle de jeu pour un Mhm. mécanisme d'apprentissage, est-ce que tu conseilles aussi que c'est vraiment le plaisir? C'est quel type de plaisir? Quelle est la motivation intrinsèque qu'on doit éventuellement éveiller dans une personne pour qu'il soit efficace, le jeu, Mhm. d'un point de vue éducatif? Oui, tout à fait. Et il n'y a pas que les plaisirs. En fait, ça, c'est peut-être une réduction parce que c'est plus la maîtrise. Et puis, dans certains jeux, on n'est pas du tout dans les plaisirs. Dans Cancer That Dragon,
avec cette jeune enfant qui va de toute manière mourir, on est plutôt dans une ambiance anxiogène. Mais c'est le fait d'anticiper, de voir la rétroaction de nos actions. En fait, c'est ce type de rétroaction qui sont intéressantes et engageantes. Donc, le fait de pouvoir s'essayer d'explorer et d'avoir des retours de l'environnement. Donc, cet retour de l'environnement assez immédiat et dans lequel, au fait, on peut adapter notre modèle de l'environnement dans lequel on interagit, c'est un des principes clés. Et au niveau des évaluations, oui, il y a des instruments qui ont été développés dans la communauté qui travaille autour des Serious Games pour l'évaluation de l'expérience des jeux dans des jeux éducatifs. Donc, vous allez pouvoir retrouver dans la littérature des instruments qui visent à évaluer spécifiquement cet aspect. Parfait. Alors, juste pour répondre, parce que si des étudiants souhaitent te contacter, comment on peut… tu veux annoncer ton email, on leur envoie, comment tu souhaites Oui, par email, ça peut être… ouais, c'est margarida.romero@univ-côte-d'azur.fr. Exactement. Et vous pouvez donc y aller aussi les cours Game-Based Learning qu'on offre dans les programmes Smart EdTech. Donc, même si vous n'êtes pas inscrit au programme, vous pourriez demander de vous inscrire à ces cours-là qui est offert dans l'EUR d'escadrage, mais qu'on voudrait proposer dans les cadres d'autres programmes. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez également demander à pouvoir intégrer les cours. Donc, les cours, il y a deux parties. La première année, c'est du design, donc de la conception jusqu'à l'expérience apprentissage. Et dans les deuxièmes cours, on fait un petit prototype et on s'intéresse également à l'évaluation de l'expérience de jeu. Parfait. Ben, on a un tout petit peu débordé, on avait prévu 19h15, mais c'est très passionnant. Hein. Je pense que les gens sont toujours là, donc ça a été vraiment un grand plaisir de t'avoir en plus la dernière séance de notre programme. Donc, je souhaite te remercier infiniment pour cette très belle présentation. Merci, Margarida. Merci Eric et à toute l'équipe des Invent et aux participants. Donc, j'espère que ça a été d'intérêt pour vous. Merci. Merci.